Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre la première émission LGBT francophone qui se prend homo. Constance Debré, brillante avocat, a publié il y a quelques mois un récit cru sur ses amours homosexuels dans son dernier roman Playboy. Ce soir, elle nous fait l'honneur et le plaisir de venir en parler à Homo Micro. Constance Debré, merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, ce livre a été lu, bien sûr, par notre ami Éric Garnier, ici présent. Oui, bonsoir, et Isabelle Éric. aussi. Et Isabelle aussi. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et tous. Alors, avant d'intervenir tout à l'heure et interroger notre invitée, Constance Debré, pour Playboy, côté musique, 3 sons, tu nous as programmé. Ouais, c'est la fête. J'ai Ouais. 3 sons. Oui, on ira en Nouvelle-Zélande, sous le soleil, et en Suisse. Ouais. Voilà. Ouais. Nous restons ensemble jusqu'à 21h30, pendant 1h30 donc. Tout à l'heure, nous rejoindrons Nicolas qui assurera une chronique, mais aussi Mickaël et une invitée, Claire Blanchard, qui présentera une expo. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Constance Debré, alors vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous avez été mariée et avez donc un fils. Votre premier livre paru chez Stock, Playboy, connaît une belle notoriété. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire dès maintenant quelles sont les raisons et votre avis à propos de ce succès ? D'abord, c'est une très bonne surprise, Ouais. évidemment. C'est une bonne surprise pour moi, mais c'est je dirais pas pour les lecteurs, mais parce que ça veut peut-être aussi dire en fait qu'on peut écrire Ouais. de façon très directe, de façon très crue, qu'on peut à partir de sujets extrêmement intimes, et encore une fois, oui, l'homosexualité est un des grands sujets du livre, mais c'est pas le seul, et intéresser des gens. Ouais. Voilà. Qui ne sont pas, eux, concernés par ces sujets-là. Et ça, c'est... Toute la littérature, finalement, ne fait que ça, c'est-à-dire parler de l'intime le plus intime qui soit et d'arriver par là à toucher des gens qui ne partagent pas cet intime. Et donc, si j'ai un peu réussi ça, j'en suis très heureuse. Alors, le Playboy du titre, on peut imaginer que ça peut être toi, en fait. On peut imaginer que c'est Ouais. un peu ça, oui. Ouais. Alors, ton livre commence par un coming out lesbien. C'est pour cette raison que tu as décidé vraiment d'écrire ce livre aujourd'hui ? Non, c'est pas un livre de coming out. D'abord, c'est un livre pour la littérature, pour la langue, et Oui. c'est l'essentiel. Ensuite, évidemment, il y a un certain nombre de sujets qui, et notamment effectivement, la narratrice, donc qui est moi, si on veut, mais à partir du moment où je l'écris, ce moi est quand même un peu lointain de moi. Ouais. Bon. Et donc la narratrice qui raconte comment, à un moment de sa vie, après avoir vécu une vie relativement classique, pas pour autant conventionnelle, mais enfin en tout cas classique, et comme on dit hétéronormée, ayant été mariée et avoir vécu 20 ans avec le père de son fils et donc avoir eu un fils, elle quitte son mari, elle est dans un moment où de quête, de désir de table rase, et cette quête et cette table rase va passer notamment par le passage à l'homosexualité, puisque c'est pas non plus quelque chose qui lui tombe sur le nez comme ça, puisque c'est quelque chose qu'elle ou que je... À 4 ans, que tu je expliques savais. que tu Oui, savais. À 4 ans, ans. j'étais homosexuel. Tout le monde le savait. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant 30 ans ? Ah, mais on peut être homosexuel et hétérosexuel, j'en sais rien. Mais oui, j'ai aussi été hétérosexuel, et avec bonheur aussi, d'ailleurs. Ouais.
Alors Eric, justement, tu as dévoré ce Alors, avec ce bonheur, livre, moi, ouais. depuis King Kong Theory de Virginie Despentes, donc ça fait quand même des années, je n'avais rien lu d'aussi fort dans, dans ce type de littérature, donc à cœur ouvert, qui dit les choses vraiment de façon très joliment brutale. Et vraiment, ce livre est vraiment... D'abord, je n'invente rien puisque je n'ai pas entendu ni lu une critique qui n'ait pas dit vraiment c'est un livre, que ce soit dans Le Monde, au Masque et la Plume, les 5 chroniqueurs ont dit vraiment, je ne sais pas si tu l'as écouté. Si, Non. bien sûr. Bon, Si, bref. on s'accorde ces petits plaisirs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une critique qui a été négative quelque part? Peut-être Valeurs Actuelles? Non? Je ne sais pas s'ils l'ont lu. Bon, en tout cas... Ça va tout dire. Alors, oui, ce livre, c'est à la fois un mélange réussi du fond et de la forme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire qui est la tienne à peu près, où il se passe quand même des choses très fortes. Et puis, le style pour le dire, c'est-à-dire la forme, est en harmonie vraiment complète, je trouve. Bon, j'ai été un peu prof de lettres autrefois, donc le fond et la forme, c'est toujours un truc qu'on nous a un peu mis dans la tête. Et il se trouve que là, ça correspond parfaitement. Et ce livre est vraiment très fort et a l'air d'être écrit très simplement. Enfin, tu disais tout à l'heure que tu l'as beaucoup travaillé, mais il se lit avec une évidence, comme si tu n'avais rien travaillé du tout. Donc ça, c'est aussi... Merci. Je voulais que le style exprime en fait le sentiment de force, de plaisir, d'arrachement que j'avais éprouvé au moment de ces événements. Voilà. Je voulais que ce surcroît de pulsion vitale, d'élan vital, très heureux, que m'avaient donné ces arrachements successifs et ces découvertes, l'homosexualité bien sûr, mais tout le reste, parce qu'il y a un chamboulement quand même de beaucoup de choses qui est essentiellement voulu, et puis pas que, hein, mais ça c'est aussi le plaisir des événements et de la façon dont on réagit, pas toujours avec plaisir d'ailleurs. Voilà, je voulais que ça se retrouve dans quelque chose, dans un style, une narration rapide, vive, directe et simple. Je crois qu'il faut essayer d'être simple. Et bien sûr, c'est toujours beaucoup de travail d'être simple. Alors, il y avait une phrase de Ferré, une chanson de Ferré qui s'appelait « Ton style, c'est ton cul ». Alors, sans aller jusque-là avec toi, en tout cas, est-ce que ton style, c'est toi, c'est la femme que tu es? Parce que ce style, c'est vrai que, bon, je dirais toute une liste d'adjectifs, enfin bon, il est sans phare, voilà, sans maquillage, entre guillemets, d'ailleurs, tu n'en mets pas plus. Il est tranchant, il est lapidaire, hein, il va à l'essentiel, il est donc très dense. Bon, ça claque, ça coupe, c'est sans concession, c'est cru, c'est franc, c'est direct, c'est dur parfois, c'est désabusé aussi un peu, parfois cynique. On a l'impression que parfois tu es un peu revenu de tout. Par exemple, tu dis, les accusés, je les laisse dans leur crasse, j'ai la mienne. Elle vaut pas mieux. Comment ? Elle ne vaut pas mieux. Voilà. Bon, il y a de l'ironie aussi parfois quand tu parles d'une séance de sexe avec ton amie Agnès. Tu dis, elle met sa main dans mon jean, je me retiens de la retenir. Elle me caresse comme elle gratterait le dos d'un chien. Je me demande si c'est comme ça qu'elle se touche. Je fais semblant de jouir, je la branle aussi. Peut-être qu'elle voulait un souvenir de plein air. Alors, cette dernière phrase est absolument merveilleuse. Il y a on dirait, une sorte d'humour, enfin, voilà, un peu désabusé aussi. Ah, bien Voilà, sûr, bien sûr. Donc, ce style est vraiment, voilà, il aboutit à une sorte, toujours une tension et émotion pour le lecteur. Il y a toujours les deux. Bah, c'était l'idée. Moi, je voulais pas... c'est comme, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui fonctionnent comme ça. Je voulais pas dire ce que je ressentais. Je voulais que le lecteur ressente les choses. Voilà. La violence des émotions, la colère,
la tendresse parfois, le désir, les moments où ça va pas. Enfin, c'est ça que je trouve passionnant dans les histoires amoureuses, parce que c'est aussi un livre sur des histoires d'amour. C'est ces difficultés, ces tiraillements, c'est aimer l'autre quand on le déteste aussi. C'est la sexualité quand elle est belle, quand elle n'est pas belle, quand on a la peur, les difficultés aussi. Et c'est ce que je Il y a voulais faire. énormément de choses dans ce livre qui a un style vraiment très ramassé, très, très intense. Il fait 185 pages. Alors, il y a beaucoup de sujets adoptés. On a l'impression que à l'approche de la quarantaine, c'est un peu le moment où on se fait un peu une sorte de bilan, où on en est d'un certain nombre de thèmes, comme par exemple où tu en es ta vie de famille en tant que fille par rapport à tes parents, à cette famille Debré, où tu en es par rapport à l'érotisme, où tu en es socialement aussi, et puis aussi en tant que mère. Voilà. C'est-à-dire que tu as toute une série de carrefours et tu abordes tout avec beaucoup de finesse, de force et de violence aussi. J'aime bien la violence, j'aime bien ce qui claque, je la trouve assez belle. C'est quelque chose. Bah oui, je suis avocat pénaliste, alors la violence, c'est pas seulement la violence des gens des faits qu'on reproche à ceux que je défends, c'est aussi la violence de l'État qui, dans le processus judiciaire, exerce, comme on dit, le monopole de la violence légitime. Oui. Donc c'est quelque chose qui m'est familier, c'est mon métier et voilà. Oui, c'est un roman. Ce que je voulais dire, c'est aussi finalement, c'est un roman d'apprentissage. Hein. Pas au sens de l'apprentissage d'un genre, d'une identité ou d'une sexualité, mais c'est le type très classique du roman d'apprentissage. Qui est ce que je veux être, hein. Et on est habitué à des romans d'apprentissage, toute la littérature du 19e ou du 20e siècle, qui ont pour héros ou héroïnes, mais c'est plus souvent des héros, beaucoup plus jeunes, mais peut-être finalement qu'on vit à une époque où ce sont la question de savoir qui on veut être, qui peuvent aussi se présenter plus tard. Voilà. Alors après, on vous parle de crise de la quarantaine, on parle de crise de l'adolescence. Non. Et finalement, bien sûr, ce sont des moments qui sont très intéressants. Toujours est-il que moi, c'est à ce moment-là que j'ai été traversée par ces questions. Et donc, on a vraiment l'impression, c'est ça qui est bien aussi, c'est que l'apprentissage est loin d'être terminé. Tu te poses encore beaucoup de questions. Bien sûr, mais c'est ça qui rend la vie passionnante d'abord. Oui, c'était justement du temps. C'est pas l'amour qui m'intéresse, c'est l'apprentissage. Mais oui, de plus en plus. Ouais. Heureusement qu'il y a ça dans la vie, l'apprentissage. Oui. Plus on traverse les choses, plus on s'aperçoit qu'on peut les traverser. Voilà. Et ça, c'est un truc qui donne une confiance formidable. Et donc, moi, c'est plutôt quand les choses sont figées que ça m'angoisse. Voilà. Les gens que ça rassure, moi ça m'angoisse. Voilà. Ce qui est figé, je me dis ça y est, c'est ça. En fait, ça ressemble à la mort. Je préfère quand ça bouge un peu. Je m'aperçois que je peux traverser des choses quand elles bougent. Bon, très bien. Après, pas que ça bouge trop tout le temps. Hein. Des petites pauses. Oui. Mais oui, bien sûr. Ouais, moi, j'aime. Alors, il y a 2 femmes dans ce roman. Hein. Il y a 3 chapitres, mais bon. Il n'y a pas 3 femmes, parties. Il y en a 2. Il y a une femme plus âgée que toi, Agnès, avec qui tu vas découvrir... parce que c'est quand même un roman aussi, un livre sur la classe sociale, les classes sociales. Et tu as un rapport aux classes sociales tout à fait intéressant. Tu es dedans et dehors à la fois. Tu aimes le milieu d'où tu viens, mais en même temps, tu dis que c'est une morale de merde. Alors, avec Agnès, ça n'est pas comme avec Albertine, qui se fait appeler Albert. Et donc, ces 2 femmes, donc c'est vraiment des femmes très différentes. Il y en a une qui est très jeune, l'autre qui est plus âgée. Et finalement, on a l'impression que moi, j'ai ressenti que tu étais un peu
à leur remorque. C'est-à-dire que bon. tu fais des choses, on a l'impression pour leur faire plaisir, ou il y a des fois tu n'as pas envie, mais bon, voilà, c'est pas toujours l'amour fou, et parfois tu es un peu à la traîne, et tu acceptes des choses avant de rompre, et puis de revenir. Peut-être. Oui, ce sont deux femmes très, très différentes. Agnès, c'est le premier amour homosexuel, une femme plus âgée que moi, qui, elle, est aussi dans une vie hétérosexuelle, mariée, elle a des enfants. Et on se retrouve toutes les deux attirées l'une par l'autre, avec cette grande difficulté, puisqu'on est habitué à la drague hétéronormée, Oui. où on envoie des signes aux garçons, et c'est le garçon qui fait le premier geste. Et donc ce premier geste va prendre un temps infini à arriver, et c'est à ce moment-là où je comprends qu'en fait, il faut que je joue le rôle du garçon. D'où le playboy. Ce qui me fait, voilà, c'est bien sûr qu'il y a ça. Et ce qui me fait un peu peur, mais qui finalement je trouve très amusant. Et donc oui, c'est le premier grand amour de la narratrice, donc moi, pour une femme, qui va finalement à la fois advenir, hein, mais en même temps ne pas décevoir en même temps. Et puis Albert, ça c'est une autre histoire, c'est une fille plus jeune qui me permet d'aller plus loin dans ce que je veux vivre, à la fois dans l'amour et la sexualité, et ce qui doit être vécu va l'être pleinement, et donc voilà, ces deux femmes ont beaucoup d'importance dans ce passage, quoi. Alors tu dis, je ne savais pas que le sexe pouvait être aussi bon. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi beau une fille. Dis-tu à propos de le chapitre sur Albertine? Ah oui, ça, je regretterais. Ces deux phrases sont parfaites. Je les resigne. Alors, pour avoir une idée un petit peu quand même de ton style aussi, avec cette Agnès, donc tu dis, alors, la petite bourgeoisie, j'avoue, je connaissais pas. On m'avait pas dit que ça existait. Je l'avais jamais rencontré. Ce sont ceux, que des gens comme moi ne voient jamais. J'ai des réflexes de classe avec elle. Quand elle dit mince, quand elle dit môme, quand elle me vouvoie pour faire chic, quand elle enlève ses chaussures chez elle ou qu'elle dîne un peu tôt, c'est plus fort que moi, j'essaye de me corriger. Je me dis que ça sert à ça aussi, l'amour. Est-ce que tu peux développer cette dernière phrase? L'amour, ça sert à quoi? À se corriger de ses vilains défauts à se bourgeoises? retenir de ses pulsions. Voilà, c'est tout. Un peu. Et en même temps, on les éprouve, et c'est ça qui est toujours très difficile. Bien sûr qu'on est traversé par tout ce qu'on est dans l'amour, y compris par nos réflexes de classe. Et il se trouve que moi, je suis plus habituée ou par les... Comment dire, à la fois par des classes supérieures ou des classes, en fait, c'est-à-dire des classes plus libres. Et il me semble, oui, que tout ce qu'il y a de petits bourgeois, petite bourgeoisie, c'est quoi? C'est la bourgeoisie qui tient à être bourgeoise. Voilà. Et c'est effectivement ce que je supporte pas. Toi, tu le laisses sans y tenir. Mais ouais, enfin, c'est difficile de parler de ce qu'on est dans ces trucs-là. Mais bien sûr, je vais pas prétendre ne pas être bourgeoise. C'est les vies normales. C'est les vies normales que je comprends pas. Oui, c'est les vies normales que je comprends pas. Ça, c'est parce qu'aussi, j'appartiens à la classe, si on veut, qu'on connaît. Enfin voilà, la grande bourgeoisie. Mais j'ai des parents qui sont très différents. D'abord, ma mère était d'origine aristo, avec une sorte de grande liberté à l'égard des classes sociales qu'ils ont parfois ou pas. Et puis, de toute façon, j'ai des parents qui étaient très libres, qui par ailleurs étaient complètement camés. Et voilà, donc j'étais à la fois dedans, et j'ai grandi avec un regard quand même très distancié à l'égard de tout ça. Puis de toute façon, je crois que n'importe qui, de quelque milieu qu'on soit, dans quel groupe
qu'on soit par nos vies, si on est un peu intelligent, on a un peu de recul. C'est tout. Bon, il se trouve que mon milieu, c'est la bourgeoisie, donc à la fois c'est le mien, et à la fois j'ai un peu de recul parce que les ridicules, je les ai dans la figure depuis que je suis née, donc je les connais. Ouais, tu dis de ta grand-mère de Bray, par exemple, qu'elle était très snob, elle n'en avait rien à foutre des gens, et tu ajoutes, ça m'allait. Ouais, c'était pas ma grand-mère de Bray, c'était ma grand-mère Aristo, mais c'est... ouais. Pardon. Non, ma grand-mère de Bray n'était pas snob d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il y a une question qui se prépare. Bonsoir, c'est bon. Bonsoir. Je m'appelle Lauriane, enchantée. Bonjour. J'ai adoré le bouquin. Merci. Et j'ai 2 questions un peu comme ça au dépoté. La première, c'est le rapport aux femmes. En fait, je le trouve assez intéressant, mais je voulais savoir si vous vous définissiez comme féministe. Et la deuxième, c'est comment vous vivez votre rapport à votre nouvelle célébrité dans la communauté maintenant. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Féministe et célébrité. Je sais pas. Féministe. Est-ce que vous considérez dans la communauté? Est-ce que la communauté, je la connais pas tant que ça. Mais bien sûr que ça m'intéresse de savoir ce que les lesbiennes pensent de mon livre. Et parfois, avec celles que je rencontre, j'ai parfois des discussions vives et bien sûr, et ça discute sec et c'est vachement intéressant parce que moi je suis ravie de l'accueil qu'on me fait, etc. Mais je suis un peu quand même, j'ai beaucoup à apprendre d'elle et ça m'intéresse, quoi. Donc célébrité, bon, merci. Je veux dire, invitez-moi à des soirées, je veux voir de quoi on parle. Et quant au féminisme, alors ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais par ailleurs, évidemment, je suis aussi dans l'époque, et donc j'entends les discussions, je suis traversée par tout ça. Et oui, je pense que c'est certainement un des enjeux des années qui viennent, que les femmes, même pas que les femmes, mais qu'on réfléchisse tous, et les femmes quand même, pour commencer, à ce que c'est que la féminité, la façon dont les femmes doivent redéfinir ou définir tout simplement à la fois leur féminité et leur virilité, que ce soit qu'elles soient homosexuelles ou pas. Moi, je dînais hier avec une copine hétérosexuelle, mais 2000%, qui me disait que son problème principal, c'était sa virilité et de savoir comment ces mecs pouvaient, comment elles pouvaient aimer, et comment, avec cette virilité, et de trouver des hommes qui l'acceptent dans sa virilité, ce que je trouvais très intéressant aussi. Alors sur les filles, justement, tu dis à propos d'Albertine, elle veut que je ne sois qu'à elle, que je n'aille nulle part. Elle aimerait que je me colle un piercing au téton. Elle dit que ça l'exciterait. Elle veut du sang, des preuves, des trophées. C'est normal, c'est une fille. Alors là, est-ce qu'une féministe saute au plafond ou pas ? Mais certainement. J'ai mis ici ou là des mauvaises pensées. Moi, j'ai pas peur des mauvaises pensées dans un livre. Je les adore quand je les lis chez d'autres auteurs. Et bien sûr qu'on est tous les jours. Et celui qui dit le contraire est un menteur. Il faut pas mentir, essayer de mentir le moins possible quand on écrit. On est traversé par des mauvaises pensées, des trucs excessifs, des bêtises. J'allais pas me priver de dire les miennes. Et donc, y compris, évidemment, mes pensées misogynes quand je devenais homosexuel. C'était une surprise. D'un coup, je me suis aussi... Parce que je détestais la nana avec qui j'étais telle ou telle, comme ça nous arrive toujours dans des histoires d'amour, et que après être passé par moments par des trucs, oui, ça c'est quand j'étais hétéro, les mecs qui sont comme ça, et ben je me retrouvais parfois à éprouver, les nanas, voilà. Et donc à m'éprouver comme une sorte de gros beauf qui fait du tuning le dimanche. Bon, c'est assez marrant en fait comme expérience. Voilà. Alors, est-ce que dans ta bouche, taré, enculé, là tu parles de ta famille de Bray, est-ce que c'est des mots tendres, c'est ta façon à toi de leur faire une déclaration d'amour? Oui, mais peut-être que dans cette famille on ne dit jamais rien. Donc toi tu le dis, mais à ta façon, un peu en colère.
Oui, bah alors ça, c'est un truc, je pense, que tous les enfants éprouvent. C'est-à-dire que quand on n'a pas le droit de dire des gros mots, ben on les dit. Enfin, bon. Et c'est quelque chose qui relève de l'élan vital, et c'est pas grave, et c'est drôle. Voilà. Puis sinon, je peux vous faire une phrase. Je peux vous faire une phrase du type « Tout commence par un blasphème ». Oui, bah, c'est rigolo de dire merde. Après, je sais pas si ça résume tout ce que je pense d'eux. Je sais pas à quelle occasion et dans quel contexte exactement je le pire. Non, on peut penser que de parler de ton père quand tu dis que c'est il est complètement taré. Là, on sent que c'est de l'amour parce qu'on sent que tu aimes ton père. Ah, mais c'est une drôle génial. de Moi, façon j'adore de les le gens dire. tarés. Sinon, Ouais. je leur parle pas en fait à ceux qui ont pas un petit peu Le de seul classe. avec lequel tu es très dur, je trouve. Est-ce que c'est parce qu'il a écrit la Constitution de la Ve République et que tu as dû faire du droit constitutionnel pour être avocate et que tu as dû maudire ton grand-père Michel Debré? C'est vraiment lui, là, vraiment. Tu dis c'est une vraie merde, Michel Debré. Non, mais c'est Ça m'a fait très plaisir. parce qu'il incarne ce qu'on n'a pas le droit de critiquer, voilà, de façon générale, dans ma famille en particulier, et parce que nécessairement, on me ramène toujours à mon nom. Et donc, je vous fais du Cyrano. Je m'appelle Debré, le truc est autour, je baigne là-dedans. Donc, je vais le prendre, ce nom, et je vais vous dire en 2 secondes, arrêtez de m'emmerder avec ça. Voilà, c'est tout. Et je dis merde à mon grand-père qui fonde le nom. Voilà, c'est pas grave, c'est quelqu'un de normal, en fait. C'est quelqu'un de normal, et il se trouve que c'est mon grand-père, et moi, j'ai le droit de dire merde à mon grand-père. C'est pas plus grave que ça. C'est tout. Ah non. Pour nous, c'est jubilatoire, mais peut-être que dans la je vais vous dire famille, vérité, c'est mal reçu. Ah, j'en sais rien. Puis, vous leur poserez la question. Mais en tout cas, ça a été aussi assez. Ça m'a beaucoup amusé de l'écrire. Ouais. En Alors, tant que comme on parle oui. de la famille, Pardon. avant de te laisser pour Oui. une autre question, Eric, le livre circule un peu dans la cellule familiale. Est-ce qu'on revient vers toi pour te dire Bon, écoutez, encore une fois, j'en sais rien. Ouais, En tout cas, j'en parle plus à mon père qu'à mes oncles, mais je pense qu'ils sont pas. J'espère qu'ils sont suffisamment intelligents pour le lire avec un peu de distance et d'humour. Ouais. Après, je sais pas s'ils aiment, s'ils peuvent apprécier ce genre de choses. Mais Alors tu es mère aussi et Absolument. voilà, ton fils, c'est pas évident peut-être pour lui. Il y a des moments c'est dur. Bon, le coup classique avec ton ex-mari, il essaye un peu de faire du chantage, de te priver de le voir. Bon, on a l'impression que c'est pas plus douloureux que ça pour toi. Alors, où est-ce que tu en es en tant que mère qui maintenant ça, c'est des sujets. vit avec des femmes très personnel. Non. L'amour, non, mais l'amour pour un enfant, alors là, je vais dire des banalités, mais c'est le grand amour, ça c'est le grand amour, bien sûr. Mais le grand amour, il donne une grande confiance, et voilà, et on traverse les choses en riant. Même des mauvais coups, c'est pas grave, rien n'est grave, surtout pas ça. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui ressort de ce livre, oui. Constance, donc, après une telle réussite de ce livre, parce que c'est une réussite. Merci. À tout point de vue, oui. Est-ce qu'il y a vraiment un deuxième livre prévu et c'est en dur vue après déjà de mettre la barre, après avoir mis la barre aussi haut. Mais justement, il faut mettre la barre très haut et puis la monter encore. Hein Ouais. Hein non, bien sûr que je continue à écrire, oui, bien sûr. Ouais. Pour Parce l'instant, que c'est ça, la reste, grande révolution. ça reste confidentiel. Non, ça reste confidentiel, le prochain livre. Oui. Ah tu vas bah faire. ça Ouais. reste confidentiel parce qu'il n'est pas écrit, c'est Ouais. tout. Et Ah, pas confidentiel, encore bah il est confidentiel pour moi aussi encore. Enfin, peut-être un peu moins qu'à vous, Ouais. mais voilà. Constance, Playboy, vraiment, chez Stock, la plus ancienne maison d'édition française, je crois, qui doit dater du début du 19e, ou il me semble. Hein, c'est très très vieux, Stock. Hein, Je crois. Ouais. hein, voilà, donc maison historique pour un livre qui décoiffe à tout point de vue et qui fait du bien. ouais. Ah bon, tout le monde rit derrière là. Pourquoi ça décoiffe? Ah oui, parce que j'ai pas de cheveux, c'est ça? Ah, Ah oui. bon, bref. C'est certainement ça. Bon. En fait. En tout cas, merci, c'est très très bien. Et on en reparlera quand il sortira en poche. On en mettra une deuxième couche. Oui. Merci en poche, beaucoup. c'est forcément naturellement prévu. Oui, absolument. Merci Constance d'avoir répondu à l'invitation dans mon micro. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Retour à Homo Micro, nous étions avec Constance Debré pour son livre Playboy chez Stock. Et nous
rejoint Michael qui va prendre la parole. Bonsoir Michael. Salut Brahim. Tout à l'heure en fin d'émission, tu vas avoir l'occasion de réagir et d'assurer une chronique qui a pour thème. Alors moi, ma chronique ce soir, ça va être sur les fonds alloués aux projets des minorités sexuelles et de genre au sein de l'espace francophone. Ah. Je sais pas, j'ai pas été trop compliqué. Non, pas du tout. On comprendra tout à l'heure quand on t'écoutera. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Brahim. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Ouais. Le plus de l'actu, c'est avec toi. Oui. Et le thème de ta chronique ce soir ? Eh bien, la France a un problème avec les réfugiés. Ouais. Et ce soir, le plus de l'actu est consacré à Moussa, qui risque de se faire expulser du territoire à tout moment. Aïe, aïe, aïe. Alors justement, on va tout de suite démarrer. Ce soir, Nicolas, donc tu reviens sur l'histoire de Moussa, comme tu viens de dire, un jeune gay guinéen, qui peut être expulsé de France à tout moment. Oui, c'est le genre de nouvelles que tu apprends le soir, tu as passé une dure journée, tu considères comme un droit inaliénable le fait de végéter 4 heures durant dans ton canapé à regarder de la merde à la télé ou sur les internets. C'est le genre de nouvelles que tu vois passer vite fait sur ton fil Twitter entre 2 complaintes sur le temps qu'il fait et peut-être un gros plan sur une bite. C'est le genre de nouvelles qui vient désordonner notre petit monde amidonné et qui nous fout une claque quand il nous reste un semblant d'humanité. C'est donc affalé sur mon canapé en faisant défiler mon fil d'actu que je découvre il y a plusieurs jours l'histoire de Moussa. Il est un artiste, il est un jeune homosexuel ou bisexuel guinéen âgé de 28 ans. Il est arrivé en France en 2015 avec un visa de travail. Depuis plusieurs mois, il milite également à l'association Aide. En 2017, il a fait une demande d'asile refusée par l'OFPRA, l'Office français de protection, ça ne s'invente pas, des réfugiés et des apatrides. Et s'est donc vu imposer une obligation de quitter le territoire pour rester en France. Il est donc devenu sans papier. Placé en centre de rétention depuis plusieurs mois, il est aujourd'hui au cœur d'une partie de ping-pong entre l'administration et la justice, non sans un suspense malsain. Le récit qu'il fait de sa vie nous dit que son homosexualité est la raison principale de son arrivée en France, que son compagnon fut passé à tabac et brûlé vif sous ses yeux, qu'il craint pour sa vie, qu'il cauchemarde toutes les nuits, qu'il est prêt à tout pour ne pas retourner en Guinée-Conakry. Ce récit est le sien, ce sont ses dires, il n'y a pas de preuves, pas vraiment, c'est du déclaratif. Ce conditionnel soupçonneux que j'emploie à dessein doit vous faire bondir de vos canapés déformés par le poids de vos corps si pleins. Ce conditionnel est pourtant celui de l'institution, et comme les versions données par Moussa divergent, il n'en fallait pas plus pour que les verrous fragiles sautent et que le petit Africain soit remis à la place qui est la sienne, sans le moindre racisme, évidemment. Alors en effet, Nicolas, une députée de La République En Marche a indiqué sur son compte Twitter que Moussa aurait menti quant à son orientation sexuelle. Et oui, fou. Et que ce mensonge remettait naturellement en cause sa demande d'asile. C'est en effet ce qui se dit. Le garçon aurait inventé cette histoire singulière pour espérer avoir une chance de remporter le précieux sésame, avoir une chance de rester ici. C'est qu'il faut de l'abnégation pour embrasser une cause qui n'est pas la sienne, pour peu qu'elle nous extrait du malheur. Surtout si cette cause oblige à assumer une discrimination venant s'ajouter à celle déjà présente, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion. En réalité, personne ne peut, au milieu du verbiage médiatique, livrer une version véridique de ce qu'a vécu Moussa. Devant les cours et commissions successives qu'il a dû affronter, Moussa a raconté, tantôt aux unes, tantôt aux autres, une histoire dont les détails ont bougé. Dans un français qui est celui de ceux qui ne l'ont pas appris en famille ou à l'école, des contresens ont pu être commis, des maladresses ont pu être dites, de mauvais arguments ont pu être scandés. La République, sourde, a écouté Moussa. Il fallait bien s'assurer qu'il était homosexuel, vérifier, liste de critères à l'appui, que son récit était digne de confiance. Elle n'a pour bilan que pointer les incohérences. Aurait-il fallu être plus cru, que l'institution n'aurait pas hésité à vérifier si sa bouche avait reçu des sexes d'hommes ou si son anus portait encore les stigmates propres à son vice. On n'insistera jamais assez sur la bêtise qui pousse à vouloir s'assurer en l'espèce de l'orientation sexuelle des demandeurs et demandeuses d'asile. Justement, Nicolas, s'il a menti, est-ce que ça ne discrédite pas un peu son récit ? Et puis, est-ce que cela ne porte pas préjudice à d'autres demandeurs d'asile LGBT, par exemple ? Eh bien, on peut y opposer 3 arguments. En premier lieu, et comme je le disais avant, il est inutile de s'échiner à établir l'orientation sexuelle d'une personne. Obliger une personne pour justifier de son statut de réfugié à livrer des informations d'ordre intime, des informations consignées dans un dossier qui, le cas échéant, sera pour longtemps attaché à sa vie, participe d'une forme de voyeurisme indigne d'une société mature. Je me demande souvent, d'ailleurs, comment moi-même, je pourrais prouver mon homosexualité, sinon en me drapant fallacieusement des clichés dont l'autorité est friande. En second lieu, Moussa vit en France depuis plus de 3 ans. Il est engagé depuis plusieurs mois auprès d'une association d'entraide sociale et médicale.
Bien sûr, la sincérité de l'engagement peut toujours être remise en question. Mais voici quelqu'un dont les valeurs semblent pouvoir intégrer sans encombre notre communauté d'esprit. Qu'il soit homosexuel, bisexuel, voire hétérosexuel, cela ne compte plus ou peu. On impose à ces gens la raison de celles et ceux qui vivent dans le confort et la sécurité. Dans d'autres circonstances, ces règles n'ont plus cours. Enfin, oui, Moussa est peut-être un menteur. C'est même le pire des connards. Mais il faut retenir ici que nul ne quitte sa famille, ses amis, son pays, sa culture, sans qu'une impérieuse nécessité ne l'y pousse. Quand mes grands-parents sont arrivés en France, ils n'avaient pas fui, ils avaient survécu. Daigner aux évadés l'espoir d'une vie meilleure en dit long sur ce que nous sommes devenus, sur ce que nous admettons pour modèle, affalés que nous sommes sur nos canapés. Alors que nous devrions être honorés que des gens venus de contrées si lointaines et si diverses veuillent s'établir ici, nous fermons nos portes et nos oreilles, nous ne voyons plus que les odieux bilans qui égrènent les morts. En lieu et place de notre gratitude, ils ne voient que nos policiers, sans parler des abrutis qui, il y a quelques jours, organisaient des rondes héliportées pour chasser quelques hommes, femmes et enfants. Le plus de l'actu ce soir, Nicolas. Mais je ne sais pas si Moussa dit vrai, mais dans le doute, je préfère me faire berner plutôt que de prendre le risque d'envoyer ce jeune homme de 28 ans, de presque 10 ans mon cadet, sinon vers une mort certaine, au moins dans un pays qui ne garantit ni ses libertés, ni sa sécurité. Jeune homme dont le seul tort aurait été d'avoir eu la naïveté de croire que nous lui réserverions un bon accueil. Un bon accueil. Et on pourrait lui réserver un bon accueil aussi à mon micro un jour. Eh bien, on pourrait, si c'est possible. Alors, Ouais. le pauvre, pour l'instant, il est privé de sa liberté, donc je doute qu'il puisse venir facilement à Homo Micro, mais évidemment, si les choses s'arrangent pour lui, ce sera un plaisir de le recevoir ici. Comment est partie cette idée de chronique? Ça a été une rencontre, en fait, tout simplement, qui t'a un peu... Eh ben non, pour être tout à fait franc, j'ai failli faire la énième chronique consacrée au Parti des indigènes de la République. Et en fait, je me suis dit que ça servait à rien de tourner en rond et que Moussa méritait amplement plus qu'on passe du temps sur son cas plutôt que l'autre sujet. Voilà. Merci, Nicolas. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. On va donc faire un petit tour de table. Qu'est-ce que tu penses un peu, toi qui es justement un humanitaire, Michael, cette histoire de Moussa? En fait, déjà le fait que... Enfin, pour moi, déjà le fait qu'un être humain ne puisse pas se déplacer sur la planète, c'est déjà une privation de liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté de se mouvoir où il a envie d'aller, pour dire grossièrement, de poser ses fesses là où il a envie de vivre. Ouais. Donc déjà, ça pose problème. Et moi, je suis toujours effaré de la facilité avec laquelle je peux aller n'importe où, à peu près dans le monde. Et les difficultés que rencontre pratiquement la majorité de la population du monde à pouvoir se déplacer, notamment dans les pays en développement. Ouais. Donc, partant de ce principe-là, pour moi, tout débat sur est-ce que Moussa doit partir, est-ce que Moussa doit être là, Moussa est là où il a envie d'aller. Ouais. Et c'est pas à un État et à toute sa violence de dire non, tu n'as pas le droit de venir ici, ce n'est pas à toi. Il n'y a pas de frontières pour les animaux, il n'y a pas de frontières pour la végétation. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des frontières politiques. Enfin, si, peut-être parce que justement l'être humain est soi-disant par Aristote doué de politique. Mais, voilà. Pour toi, on est tous, on est chez nous un peu partout. Oui, du moment qu'on ne nuit pas à autrui, pour moi, ce sont des questions qui me dépassent tellement que je suis vraiment désemparé en fait par la gravité de la violence de l'État. Ouais. Et je suis étonné de voir si peu d'institutions. Je sais pas, je pense à la DILCRA ou peut-être à la CNCDH, de ne pas se prononcer, ou de peu se prononcer sur ça. Ouais. Nicolas. Mais pour réagir à ce que dit Mickaël, il y a un truc qui est très intéressant dans la géopolitique internationale, c'est qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, qui un jour peut-être sera rebaptisée Déclaration universelle des droits humains, mais en tout cas, pour l'heure, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette déclaration stipule que chaque humain sur Terre a la liberté de choisir le pays dans lequel il veut résider. Et que ce droit est inaliénable et qu'on ne peut pas lui refuser de s'établir dans le pays qu'il souhaite et ultérieurement de s'établir dans un autre pays qu'il souhaite. Bref, c'est ce que disait Mickaël, chaque personne sur Terre peut vivre là où elle le veut. Il faut savoir que la France, le pays des droits de l'homme, n'a jamais ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ouais, très juste.
Donc voilà, comme tout un tas d'autres pays d'ailleurs, les États-Unis et autres, voilà, nous sommes face à un cas où des textes existent pour permettre à chacun de vivre où il le veut et qu'on n'est même pas foutu d'appliquer et de ratifier les textes qui existent. Donc ça ajoute au scandale la honte que le pays qui se proclame comme étant celui des droits humains ne soit même pas capable de s'engager derrière la déclaration qui doit porter les droits humains. Oui. Quand on vous entend, oui, tu voulais réagir, je ne sais pas reprendre un peu, au Mickaël. niveau de la ratification, je sais que la France a signé la déclaration. Donc voilà. Et il a signé les 2 protocoles facultatifs qui sont entre guillemets, les décrets d'application de la déclaration. Oui. Voilà. C'est-à-dire le protocole... oui, c'est ça, le protocole sur le pacte, pardon, les 2 pactes, c'est-à-dire le pacte civil et droit politique et le pacte économique et social. Et à la suite de ça, s'est établi 7 autres traités depuis les 2 fondamentaux. Oui. Enfin, les deux pactes fondamentaux. Nicolas et Mickaël, quand on vous entend, on a vraiment envie de vous voir un peu impliqués dans le monde politique pour faire évoluer un certain nombre de situations. Ben non, parce qu'on va devenir les mêmes pourris que ceux d'en face. Donc. Ah, tu serais capable de devenir pourri? Mais non, mais parce que en fait, c'est voilà, je pense que on n'a pas cet éveil des consciences qui fait que on a un pays qui est à même d'entendre dans une campagne, dans un discours politique, le fait que nous gagnions à nous mélanger, que nous gagnions à accueillir des gens, que nous gagnions à être une terre d'accueil. Voilà, ce discours aujourd'hui ne peut pas passer. Donc, faire de la politique aujourd'hui, c'est nier ce discours-là si on veut avoir une chance d'être élu. Donc, voilà, moi, je préfère le dire ici. Effectivement. Alors, notre prochain invité, dans quelques instants, vous allez entendre Claire Blanchard. Alors, Claire Blanchard, vous arrivez, vous vous installez un micro et vous écoutez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Tout a été bien dit et je rejoins les mêmes avis. C'est tout ce que je peux dire. Alors Claire Blanchard, vous êtes responsable d'une galerie Sakura que vous allez nous présenter. Exactement. Donc la galerie Sakura. Ce sera tout à l'heure. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Nicolas, tu oui, faire un correctif par rapport à ce que j'ai dit, parce que j'ai vérifié pour cette histoire de déclaration universelle des droits de l'homme, donc j'ai dit une connerie, mais c'est encore pire, parce que du coup la France a ratifié, et donc elle ne l'applique pas. C'est-à-dire que si elle ne l'avait pas ratifié, elle ne serait pas tenue par le texte, ce serait honteux qu'elle ne le ratifie pas, mais voilà, elle l'a ratifié, donc elle est tenue par le texte, et donc c'est encore pire. Voilà. Tout à l'heure, nous avons donc reçu Constance Debré pour son livre Playboy, très sympathique et charmante femme. Et oui, elles ont un petit peu discuté ensuite avec Isabelle et puis avec Lauriane. Oui, c'est quelqu'un qui est à la croisée de toute une série de choses qui se sont passées dans sa vie, son milieu familial. On n'en a pas trop parlé, mais son père, qui est un Debré, et sa mère, mériteraient à eux seuls un livre aussi. En même temps, elle se pose plein de questions sur la vie, rien n'est terminé, tout commence, et elle a un ton, elle a un style, c'est surtout ça, parce que la même histoire racontée par une romancière quelconque ou bien appliquée, une tâcheronne, ce serait pas intéressant. Alors que là, c'est vraiment tout le temps enthousiasmant. C'est choquant, on râle parfois, mais on ne peut pas lâcher ce livre. Merci en tout cas de nous avoir donné l'occasion de rencontrer donc Constance Debré pour son livre Playboy, et dans quelques temps chez Stock. C'est Stock, et le livre sortira en livre de poche. Peut-être dans un an, peut-être. Sans doute. Claire Blanchard est avec nous. Alors Claire Blanchard, vous êtes donc responsable d'une galerie qui s'appelle Sakura. C'est ça, exactement, dans le Marais. Ouais. Alors là, vous êtes venu avec 2 tirages, mais comme c'est aussi de la radio, on est aussi filmé, nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Les 2 photos expositions qui sont un peu là sur notre plateau. Comment vous appelez ça? Argentique, qui représente
des couples homo. Expliquez-nous. Alors, tout dites-nous. à fait. En fait, la vocation de la galerie, c'est qu'on propose des tirages argentiques. Ouais. C'est que des séries limitées. Argentique pour ceux qui... Oui. Donc, c'est tiré dans un sort de labo, c'est une chambre noire, en Ouais. grosso modo, en quelques mots. Et ce qui est bien, c'est que c'est que des séries limitées, c'est numéroté. Ouais. Alors, le premier, donc là, il faut vraiment nous dire, parce que... Oui, on fait de la radio exactement, aussi, il faut évidemment, que bien ceux sûr. qui nous Alors, écoutent comprennent. j'ai amené Celui qui est en notamment... face de moi, donc on voit 2 hommes s'embrasser. C'est ça, 2 hommes s'embrasser. Et je pense que vous les reconnaissez, c'est les 2 super-héros Batman et Robin. On a Oui. souvent entendu un peu le débat, est-ce que Batman et Robin sont un couple, ils sont ensemble? Et Greg Guillemont, qui est un artiste parisien, s'est amusé à détourner la vie secrète des super-héros. Donc, il a créé en 2013 une série d'illustrations. On peut retrouver Layla qui mâche un chewing-gum, ou alors Catwoman qui suce une sucette, etc. etc. Et tout ça haut en couleur, inspiration un peu pop art. Donc, Ouais. ça plaît énormément aux visiteurs, aux clients, et ils n'hésitent pas à prendre des peties photos, puis à envoyer ça aux proches. Donc les clients, les visiteurs sont étonnés de voir justement ce type de... Oui, tout à fait. Après, comme j'ai pu le dire précédemment, l'histoire de Batman et Robin est assez connue. Voilà, il y a une sorte de gros débat qui s'est installé. Et grâce à l'artiste, la réalité prend forme. La deuxième image, là, on voit un couple avec un enfant dans les bras. Et ça aussi, c'est assez charmant et sympa. Un couple d'hommes, hein. Un couple d'hommes, pardon, oui. C'est vraiment très sympa de pouvoir voir ça. Ça casse les codes un peu des princes charmants Disney qu'on a tous l'habitude de voir depuis notre tendre enfance. Et notamment sur ce tirage-là, on va donc voir le prince Eric, issu du film La Petite Sirène, et le prince Philippe dans La Belle au bois dormant. Ils tiennent dans leurs bras un joli petit bébé, voilà, avec une chambre à coucher en fond, et c'est des jolies couleurs, et c'est un beau message d'espoir, si je puis dire. Ouais. Ça interpelle aussi les gens qui sont de passage et qui viennent visiter l'expo. Alors tout à fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui demandent à leurs parents, mais comment ça se fait? Pourquoi il y a 2 hommes? Je reconnais, c'est Prince Eric. Normalement, il est avec la petite sirène. Et justement, c'est de très bonnes questions. Et alors, quelles sont les réponses, les parents? Est-ce qu'ils répondent ou vous êtes là pour expliquer et dire les choses? Alors aussi très souvent, c'est eux qui répondent puisque c'est leur enfant. Oui. Mais on hésite à intervenir si jamais les parents ils n'arrivent pas à trouver les bons mots. Oui. Mais très souvent, ce qu'ils répondent à leurs enfants, c'est écoute, ça arrive dans la société, tu peux voir 2 hommes, serrés dans les bras, et puis ils ont un enfant, la poussette, etc. Et eux, ils sont bon, c'est vrai, oui, mais c'est beau, moi j'aime bien les 2 princes charmants, ils ont un enfant, d'habitude c'est une princesse et un prince, ça change. Et c'est tellement beau d'entendre ça et de voir ça. Ouais. Et alors, cette exposition, donc, elle a lieu depuis quand Alors, déjà l'exposition Super Normaux 2 a commencé le 9 mars, et ça pendant 3 mois, jusqu'au 9 juin. Jusqu'au 9 juin. C'est ça. Très bien. D'où vous est venue justement l'idée de mettre en avant ce type de photographie? Alors ça, c'était donc l'idée du fondateur et directeur de la galerie Sakura, Jean-Baptiste Simon. Il a donc contacté l'artiste mexicain Loeza pour les 2 princes charmants qui tiennent dans leurs bras un enfant. Et cet artiste-là est assez connu pour détourner la pop culture américaine, notamment avec Disney, Batman, etc., Robin et le Joker. Et c'est assez drôle à regarder. Après, on prend en photo, on n'hésite pas à envoyer ça aux proches et ça fait sourire. Ouais. Voilà. Qui vient vous visiter en règle générale? Vous êtes dans le Marais, donc ce sont les gens du Marais, mais les gens d'ailleurs aussi, dites-nous Exactement, il y a autant des touristes étrangers, des provinciaux, des Parisiens, des clients qui sont très fidèles à la galerie depuis sa création. Et c'est vraiment ça la vocation de la galerie, on casse les codes, c'est original, c'est ludique, c'est des prix abordables. Ouais. Et ça fait sourire. Un prix, par exemple. Alors, là, par exemple, pour le tirage que je vous ai présenté avec les 2 princes charmants, vous en avez pour 30 €. Ouais. Et on a la possibilité de les encadrer sur place pour 10 € plus, avec un beau cadre noir ou blanc. Je passerai à acheter justement le couple avec l'enfant. Là, il me plaît bien en fait. Ah bah super, bonne nouvelle. On va passer quand vous voulez. Je passerai. Et alors, vous organisez aussi une soirée le 31 mai? Exactement, donc le 31 mai, donc avec mon supérieur et moi-même, on a donc décidé d'organiser une soirée autour du Comic-Con. C'est En fait, le Comic-Con, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est une sorte de gros rendez-vous pour tous les fans de Marvel, DC Comics, etc. Et on aura donc l'occasion d'exposer des planches de bandes dessinées, dessinées par des dessinateurs des bandes dessinées Marvel et DC Comics. Oui. Par exemple, on peut retrouver Wolverine dans les années 40 à Paris, ou alors Daredevil au bord de la Seine.
Alors, comment se passe l'activité donc, dans une galerie? Donc, il y a toujours des choses à présenter ou il y a parfois des temps morts? Pas vraiment. En fait, tous les 3 mois, on change d'exposition. Donc, Ouais. il y a pas mal de travail en amont pour préparer une exposition telle que les super-héros ou sur les super-héroïnes ou même sur Batman lui-même. Donc, ça bouge tous les 3 mois. Ouais. Et comment les thématiques sont décidées, réfléchies? Alors, en fait, c'est assez simple. Là, aujourd'hui, la tendance au cinéma, c'est les super-héros. Donc, Jean-Baptiste a trouvé ça intelligent de pouvoir représenter une nouvelle fois. Donc, on est en totale immersion dans le quotidien des super-héros. Alors, votre galerie, elle est dans le Marais. L'adresse? 21 rue du Bourg-Thibourg. Ouais. Métro? Hôtel de ville? Ligne 1, puis hôtel de ville. C'est ça, tout simplement. Les horaires de la galerie, à quel moment on peut venir vous Alors, visiter? mardi, midi 19h, et de mercredi à samedi, midi 20h. Ouais. Et on est même ouvert le dimanche, c'est 14h à 19h, pardon. Claire Blanchard, merci d'être passée par Homo Micro. Est-ce qu'il y a Tu voulais avoir des questions? Il y a oui. combien, par exemple, à disposition des gens qui rentrent combien y a-t-il de photos, d'art, d'œuvres d'art comme celle-là? Là, tu en as apporté 2. C'est Et vous ça. en avez combien? Une centaine? Alors, en tout, exposé, on a 250 sur les murs. Et 250. dans les bacs, on met à disposition donc, les tirages seuls, donc sans les cadres. Il y a à la fois les tirages qui sont exposés sur les murs, mais des tirages sont exposés lors des anciennes expositions. D'accord. Donc, ça fait un tas en tout, ça fait pas mal. Donc il y a 250. C'est ça, qui sont exposés. Que ce soit des grands formats, des petits formats. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu pornographiques ou vous interdisez ça? Parce que là, c'est gentil ce soir. Non, mais c'est une très bonne question, mais j'étais bonne assez question. soft. Oui, alors On va dire qu'on on a un espace de 200 mètres carrés et au sous-sol, il y a des tirages qui sont un peu moins appropriés pour les enfants. Ouais. Ah, au sous-sol. Donc c'est pas un Eric, il hasard, va falloir que tu descendes au sous-sol, mais je ne sais pas si tu Après, vas pouvoir. Non. je vous rassure, c'est Non. pas Oui. vulgaire, mais, Ouais. Ouais. ça fait- Ben, pourquoi pas vulgaire d'ailleurs. Oui. Michael? Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, il y a les archives LGBTQI qui sont en train de se forger, et peut-être que ce genre de cadre pourrait être Eh ben, un explique-nous leg, un justement, don. Parce que ce week-end, tu as participé, tu as visité donc, les archives LGBT. Je n'ai pas donc- visité parce que Ah oui. Oui, mais tu as- elles sont invisitables. Bah, dis-nous un peu ce que tu as vécu un peu ce week-end pour que les auditeurs comprennent. Et on peut imaginer justement le transfert de ce qu'on vient de voir ici. Oui. Donc en fait, ce week-end, il y avait un colloque, une grande table ronde avec des intellectuels, des activistes francophones et américains, puisqu'il y avait aussi le musée LGBTQI à San Francisco qui était là. Mais bon, moi, je vais plutôt parler de ce que j'ai vu, et j'ai senti une très grosse frustration de la part de ceux qui veulent organiser et construire ces archives, et parce qu'il y a énormément à archiver, et il n'y a pas assez de moyens pour le faire, et on accumule, apparemment il y a une accumulation de petits détails, de chemins de vie, de collectes, de flyers, de fanzines, de magazines, d'ouvrages photos, de God, de manuels porno, de tout ce que fait, de sacs plastiques, tout ce qui a fait la communauté, enfin plutôt les groupes sociaux LGBTQI. Et donc voilà, et je pense que ça rentre dans le patrimoine justement de la transformation et de la subversivité qu'apporte la communauté ou les communautés des minorités sexuelles et de genre. Donc tu verrais bien les deux tableaux qui sont sous mes yeux. Oui, mais enfin, il faudrait les acheter, ou alors avoir un leg. Tiens. Ah, un leg, vous avez compris le message, Claire? C'est ça, j'ai compris là. Très subtil. Hein. Elle demandera à son supérieur. C'est ça, voilà. Comme on dit. Il faudrait que ça rentre au patrimoine. Merci Claire. Rappelez-nous donc l'adresse de la galerie. Alors, 21 rue du Bourg-Thibourg, dans le Marais, dans le 4e arrondissement. Merci Je vous en prie. d'être passé Je vous en prie. au micro, et à très bientôt. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et je suis toujours avec Éric Garnier, Mickaël, Nicolas Rividi. L'émission est réalisée côté radio par Isabelle et côté vidéo par notre ami Daniel. Merci d'être là. Lauriane est aussi dans les coulisses derrière, de l'autre côté de la vitrine, mais elle peut nous rejoindre. Elle est venue rencontrer et voir simplement Constance Debré, à qui elle a posé
2 questions pour son livre Playboy. Ça a un peu discuté dehors aussi en fumant une clope, j'ai l'impression. Ah, quand même, je savais Oui, pas oui, ça. oui. Bah, il aurait dû aller les filmer, Daniel. Ah oui, mais c'est Hein c'est Ah, off. Ça, c'est intime et off. Eric, tu souhaitais intervenir Oui, pour... sur un film qu'on peut voir peut-être encore sur les écrans, un film qui s'appelle Jésus, petit criminel. Alors, non, c'est pas le Jésus auquel on veut nous faire croire, qui, s'il a existé en tout cas, a été un grand criminel, peut-être malgré lui. Non, il s'agit d'un jeune homme, c'est un film chilien, un jeune garçon de 16-17 ans, qui est filmé quasiment tout le temps dans la nuit, l'obscurité. C'est très rare qu'on le voit à la lumière du jour. Et ce garçon qui a perdu sa mère, qui vit avec son père, un père qui a... qui est un peu dépassé, un peu déboussolé par son adolescent de fils, qui traîne un peu, qui fait pas grand-chose, qui est un peu une période un peu difficile de son adolescence. Simplement, il aime le sexe, alors il aime aussi bien les filles que les garçons. Il y a des scènes d'ailleurs assez crues. Il va participer, un peu malgré lui, à un crime homophobe, qui n'était pas forcément volontaire, mais ce film, entre autres, peut dénoncer les ravages que fait l'alcool auprès des jeunes. C'est impensif, mais quand même, c'est terrible. Et ce garçon, sa vie va changer parce que la personne qu'ils ont attaquée va mourir. Et l'étau se resserre autour de la petite bande, dont lui, et il n'avait pas du tout imaginé, et son père encore moins, qu'il serait un petit criminel. Et donc, tout tourne autour de l'angoisse de cet adolescent, de sa dérive, et très étonnamment, l'attitude du père. Si vous voyez le film, vous me direz comment vous comprenez la dernière scène. En tout cas, c'est un film assez glauque dans le climat dans lequel le film est tourné, mais ça met en valeur ce jeune homme qui est mal parti dans la vie et qui n'aime qu'une chose, le sexe, et qui n'a pas d'autre centre d'intérêt dans sa vie. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bisexuel, et voilà, mais c'est très difficile de le comprendre. Le film ne peut pas aller non plus trop loin dans l'analyse psychologique. Ouais. En tout cas, c'est un film qui choque et qui est fort. Voilà, ça s'appelle Réseau Jésus, petit criminel. Je crois que c'est Optimal qui le diffuse. Voilà, Optimal. Qui n'aime pas le sexe, Eric? Ah, Eric ne répond pas. Personne n'aime ça. Personne n'aime pas ça. Enfin bon. On va essayer de faire peut-être une double négation qui finira par être Je positive. sais que Nicolas adore. Oui, toutes les occasions sont bonnes d'entendre ma voix suave et déterminée à la radio. Oui, donc du coup, tu veux parler de quoi? Non, tu adores le sexe. Tu peux oui, dire, oui. Parce que tu me racontes et souvent toi, en off un peu, oui. Bien sûr, oui, mais d'ailleurs, je compte sur toi pour que les photos que je t'envoie restent entre nous. Ah oui, ça restera entre nous. Voilà. Je peux au moins les diffuser à Daniel qui nous filme. Tu peux les envoyer à Daniel, tu peux aussi les envoyer à Eric, qui je n'ose pas en envoyer parce que bon, voilà. Oui, ça me ferait un choc à 66 ans. C'est ça, exactement. Je pourrais avoir envie une crise cardiaque et j'aime la vie, j'ai encore envie de vivre. J'ai l'impression qu'on diverge un petit peu là. Ouais. On diverge, alors on va donc laisser la place à Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et on va donc laisser la parole à un autre garçon qui adore le sexe mais qui a du mal à en parler, donc il n'en parlera pas puisqu'il va nous parler d'un autre sujet. Michael. Oui, donc bonsoir Brahim. Alors moi, ce soir, j'avais envie de vous parler des fonds qui investissent pour les minorités sexuelles et de genre dans le monde. Puis après, je réduirai mon champ à la francophonie. Parce que il y a quelques semaines, le Global Philanthropy Project, qui est une organisation américaine, et Funders for LGBTQIQ Issues ont publié et réédité un rapport international sur les fonds alloués aux
projet, enfin aux droits et aux politiques publiques des minorités sexuelles et de genre. Et en fait, qu'est-ce que dit ce fonds? Donc ce fonds s'attarde sur uniquement les financements pour les projets LGBTI. Donc on retire tout ce qui est homosexuel à travers le VIH/SIDA, etc. C'est uniquement focalisé sur des projets bien spécifiques. Et il dit qu'en fait, il fait un rapport tous les 2 ans, et il dit que par exemple qu'entre 2013 et 2014, il y a eu 424 millions de dollars dans le monde en circulation pour financer des projets LGBTQI. Et entre 2015 et 2016, donc ça c'est son dernier rapport, il y a eu 524 millions. Donc il y a eu 100 millions en plus. Et 424 millions, c'est quoi, Brahim? 424 C'est millions. rien. Ah bon? Bah non, c'est rien parce que c'est la moitié de la rénovation du MoMA à New York. Voilà, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est pour 193 pays dans le monde, on donne que 424 millions. Et Sauf le Vatican. Tu comptes le Vatican dans... Mais 193 pays, il n'y a pas le Vatican dedans. Le Vatican, c'est observateur de l'ONU. Et maintenant, donc dans ces 424 et 524, 67% des fonds sont du gouvernement et 17% viennent de fondations privées, d'organisations philanthropiques. En fait, le rapport dit qu'en moyenne, 4 centimes sur 100 dollars investis vient des gouvernements et 15 centimes à peu près sur 100 dollars investis viennent des fondations. Donc ces 100 dollars investis, c'est sur les aides totales, les aides totales du développement qui se comptent en milliards. Voilà. Je sais pas si ça... Donc 424 millions sur des milliards, en fait, c'est pas grand-chose. Et sur ces 424 millions, ou 524, combien reçoit 52 pays de la francophonie? Eh bien, ils ne reçoivent que 2,3%. Donc, ça fait à peu près 8 billions sont réservés à 52 pays dans le monde. C'est peu. Et 8 millions, c'est quoi? Ça ressemble à peu près au budget de remplacement. Le budget maquillage d'Emmanuel Macron, non? C'est pas ça? 8 millions, ça ressemble au remplacement des canons à neige dans 3 départements. Donc en gros, on sauvait des vies LGBTQI, ça a la même valeur monétaire que sauver une saison de ski. Et alors je sais que le parallèle est un peu gros, mais je le fais exprès, parce que vraiment, ces fonds sont pratiquement... Il n'y a pas grand-chose, en fait. Et moi, j'avais envie un peu de changer de perspective, et j'avais envie de savoir, de me poser la question, parce que là, en fait, il y a des financements par pays, donc Global Philanthropic Project donne des financements par pays. Et par exemple, le Canada, c'est 1 300 000 dollars d'investissement pour les projets LGBTQI. Mais quand on réduit ça au nombre d'habitants, c'est-à-dire, moi j'avais envie de savoir au fait combien on dépense pour chaque habitant, pour chaque citoyen d'une nation. Et en fait, quand on regarde par année et par habitant, c'est comme si la population investissait en programme de lutte contre les violences et les discriminations au maximum, dans la francophonie, 29 centimes par an pour un habitant. Et ça, c'est à Sainte-Lucie. Parce que le Canada, qui reçoit la plus grande circulation de fonds, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, 1 million, elle, c'est à peu près 2 centimes, 0,02. Ouais, c'est ça, 2 centimes par habitant et par an. Et la France, c'est 0. Pratiquement rien, en fait, parce que c'est 0,000, etc. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Et ce que j'avais envie de dire, donc déjà, dans le monde, on n'a pas beaucoup d'argent pour les projets LGBTQI, mais en plus, pour la francophonie, on est à 2,3% des fonds. Et en plus, pour les minorités, au plus on descend dans les minorités de nos minorités, au moins on a d'argent. Donc par exemple, les gays ont à peu près 12% de l'enveloppe. Là, je ne parle pas de la francophonie, je parle de manière globale. Les lesbiennes ont 3% seulement. Et les intersexes ont 1%, voire moins de 1%. Donc voilà. Et les trans, il y a eu une variation, mais là, dernièrement, ils sont partagés 11% de l'enveloppe. Mais 11%, c'est rien sur la globalité des fonds. Et donc voilà voilà en fait tout ce que nous dit ce rapport en fait. D'accord. Alors en gros, c'est pas une priorité tout ça en fait. Finalement, Ben en fait, quand on
Oui, il n'y a pas de priorité. En fait, il y a beaucoup de discours. Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de discours, mais très très peu de priorités. Voilà. Et d'un autre côté, quand on en parle aux diplomates, etc., il y a une telle bureaucratie qu'en fait, les personnes, quand on leur en parle, les défenseurs des droits de l'homme, les diplomates, ils voient ces chiffres et ils sont sensibles. Mais au fond, il y a une telle bureaucratie que l'État reste quand même de marbre. C'est-à-dire que la formation ne remonte pas et il n'y a rien vraiment qui change. Seuls les élus pourraient vraiment porter quelque chose de Et d'après toi, est-ce que la situation est prête d'évoluer ou on va encore avoir du mal? En tout cas, pour ce qui est de la francophonie, en 4 ans, rien n'a changé. Puisqu'on était entre 2013 et 2014 à 7 400 000 et quelques de dollars américains. Et entre 2013 et 2014, on était à 8 400 000. Et entre 2015 et 2016, on était à 7 millions. Donc il y a eu 1 million de moins. Mais bon, disons qu'en gros, on tourne autour de 8 millions, de 3 millions et quelques chaque année, quoi. Ouais. Donc en fait, il n'y a rien qui n'a évolué ces dernières... Effrayant, ça t'effraie un peu, Eric? J'espère qu'il y a d'autres sources de... voilà, il y a l'argent qui va au LGBTQI. J'espère qu'il y a d'autres sources. Il n'y a pas seulement que la philanthropie et les États. Il n'y a pas de grandes organisations. Par exemple, le Conseil de l'Europe ou l'ONU. Mais c'est compté dedans, en fait. Ah bon? Donc alors le premier rapport a évalué plus de 9000 enveloppes budgétaires. Et le dernier rapport, donc celui de 2015-2016, plus de 12 000 enveloppes budgétaires. Et quand je parlais d'organisation publique, en fait, dedans, il y a les agences multilatérales, les banques de développement, les gouvernements et les organisations interétatiques. Et dans les organisations privées, il y a les fondations les fondations privées, et après il y a aussi les compagnies avec leurs fondations d'entreprise et les donateurs individuels. Ouais. Voilà. Ces 2 rapports ne sont pas exhaustifs parce que la tâche est énorme, mais par exemple, nous, dans les pays francophones, donc il y en a 52, et sur les 52, il y en a, la médiane, elle est de 20. C'est-à-dire qu'il y a souvent 20 pays qui n'ont soit pas de fonds, parce que ça, en fait, le rapport ne le dit pas, soit pas de fonds, ou soit Global Philanthropic Project n'a pas de données. Voilà. Nicolas? Oui, quelle est la dotation réservée à d'autres causes? Parce qu'effectivement, on dit 424 millions sur des milliards, etc. C'est pas, ou des dizaines de milliards, c'est pas beaucoup. Maintenant, du coup, est-ce qu'on est, au regard d'autres causes, est-ce qu'on est nettement moins bien loti? Est-ce qu'on est loti à peu près pareil? Attention, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas en mettre plus et qu'il ne faille pas donner plus de moyens, mais voilà, comment est-ce que les causes LGBTI se situent dans cette répartition des budgets et des sommes allouées? Alors en fait, je ne peux pas te répondre à ta question parce que j'en ai strictement aucune idée. Et parce que personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas au regard qu'il faut avoir l'argent pour faire ce qui est nécessaire d'être fait pour changer, pour transformer la société. Pour moi, c'est ça qui m'importe. Et là, il y a besoin énormément de financement parce qu'il y a besoin de transformer les sociétés. Donc ce que les autres reçoivent, en soi, pour moi, c'est un problème qui m'intéresse moins. Et eux aussi doivent être financés pour transformer la société. Mais je n'ai pas envie de me comparer... j'ai pas envie de faire de comparaison. Je pense que c'est pas nécessaire parce qu'il y a tellement de travail. Ouais. Puis Nicolas, les sommes sont tellement faibles. Nicolas, il était pas d'accord. Non, mais c'est pas ça en fait. C'est qu'on avait il y a quelques années, s'était posé la question parce qu'il y avait un fonds d'entraide LGBT qui avait été créé à l'initiative de la Suède, je crois. Il y avait la France dedans. Enfin bon, il y avait un peu d'argent qui avait été obtenu.
et se poser la question du financement, par exemple, des causes LGBTI en Afrique notamment, qui est un continent et qui regroupe des pays dans lesquels il y a énormément de choses à faire et il y a très peu de moyens. Et il y avait pas mal d'associations sur place qui disaient qu'elles n'avaient pas forcément besoin de millions et de millions, et que en l'état, en fait, un financement trop influent de l'extérieur pouvait aussi les desservir parce que elles auraient été étiquetées comme étant des agents étrangers entre guillemets. Et c'est l'argumentaire qui revenait beaucoup d'ailleurs quand un certain nombre de pays occidentaux avaient fait pression pour l'amélioration des conditions de vie, des abrogations de lois homophobes dans certains pays d'Afrique, et les assos sur place disaient attendez, faites attention parce que si le truc c'est que vous coupez les vivres, non seulement on va avoir du mal à lutter, et en plus on va avoir la responsabilité du fait qu'il n'y a plus rien à bouffer dans le pays. Donc je comprends bien la nécessité qu'il y a de faire circuler l'argent pour ces causes-là, mais en même temps, est-ce qu'on est bien sûr que c'est un désir profond, en tout cas dans ce fonctionnement actuel, des principaux intéressés, et est-ce que finalement on ne fait pas montre là d'une bienveillance et d'une bonne volonté qu'on peut saluer, mais qui est très occidentale, avec des problématiques occidentales? Est-ce qu'on tient compte vraiment des demandes qui sont faites à la base et aux gens qui ont besoin d'être aidés? Mais voilà, c'est une question que je pose. Je n'ai pas des masses d'informations là-dessus. Pour finir, Michael. Oui, alors en fait, cette question de savoir si on a besoin de fonds, de pas beaucoup de fonds, et de savoir comment ces fonds sont distribués, et savoir si les pays occidentaux ne volent pas le leadership qui serait dû à ses propres associations locales. En fait, donc moi je travaille quotidiennement avec des associations, donc pour le coup je suis un peu bien placé pour le dire. Les associations ont besoin de fonds, et elles ont des demandes, et des demandes très précises. Et effectivement, les bailleurs ne répondent pas à ces demandes, puisque les bailleurs veulent imposer un certain type d'agenda. Il y a des bailleurs qui font très attention à ne pas imposer un certain type d'agenda, et il y en a d'autres qui le font moins. Mais elles ont besoin de fonds. Moi, sans cesse, on me contacte et on me dit « Michael, j'ai besoin d'un financement pour faire ça. Michael, j'ai besoin d'un financement pour faire ça. Michael, j'ai besoin d'un autre financement pour... » Et sans arrêt. Et elles ne l'ont pas. Et il y en a qui veulent faire de la recherche, il y en a qui veulent se déplacer dans des conférences, il y en a qui veulent... mais disons que chaque bailleur demande un retour sur investissement. Et souvent, ce retour sur investissement se demande par une visibilité des fonds qui sont utilisés. Et la plupart des associations ne veulent pas de visibilité. Elles veulent travailler, elles veulent de l'argent pour réaliser leur programme et elles ne savent pas naturellement rendre des comptes. Mais voilà. Puis il y a plein d'autres facteurs. Là, j'ai cité le problème de la visibilité. Pardon, le problème de la visibilité, mais il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et je ne pense pas que ça soit la question de savoir s'il va y avoir un afflux d'argent ou pas. Je pense que c'est plutôt la manière dont les bailleurs répondent à une demande. Oui. Merci de nous avoir éclairé sur ce point, Michael. À très bientôt à Homo Micro. Au revoir. Au revoir, Nicolas. Éric Garnier, oui. On rappelle le livre Constance Debré, Playboy, aux éditions Stock, à lire absolument. Ouais. Et puis tu nous donneras des nouvelles de Moussa, tu suis l'actualité. Nicolas, c'est pour oui, toi. Oui, évidemment. De toute façon, je regarde. Après, s'il y a des nouvelles, quelles qu'elles soient, on pourra refaire un point dessus. Mais là encore, quelle que soit la direction dans laquelle l'affaire évolue, je pense que ce qui est fondamental, c'est surtout qu'on arrête de foutre des gens à la porte, quoi. Merci Nicolas. Merci aussi à Isabelle d'avoir réalisé la partie radio, à Daniel pour la partie film, et Lauriane derrière qui a aussi participé à l'émission. On vous embrasse et à très vite. Homo Micro.